Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence proposée par le comité Aria Digital. Je suis Mélilia Tabia et je suis accompagnée de Benjamin et Vieux. Nous sommes les coprésidents d'Aria et nous avons le plaisir de vous introduire à la conférence du jour. Benjamin, je te laisse la main. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug sur l'ordinateur. Bonsoir à tous. Merci Mélilia pour ces petits mots d'introduction. Euh, je vais remercier tout particulièrement Michel et Maxime qui vont pour le premier présenter un sujet qui est d'actualité, qui est tout à fait intéressant, qui traitera des préparations CFAO conscientes. Et pour le deuxième, qui animera cette conférence. Donc Michel est PUPH à la faculté d'odontologie de Montpellier. Il pratique la CFAO depuis un grand nombre d'années et a donc un recul très pertinent sur le sujet. Et je pense que sa présentation est de très grande qualité. S'il y a des étudiants ou des jeunes praticiens qui sont dans la salle, il y a beaucoup à apprendre de cette présentation. Et pour l'accompagner, nous aurons Maxime Ducret, qui est PUPH à la faculté d'odontologie de Lyon et qui pratique et enseigne également la CFAO depuis maintenant un certain nombre d'années et avec qui j'ai le plaisir de partager aussi des vacations cliniques. Et ce sont donc tous les deux les plus à même de vous éclairer sur ce sujet des préparations CFAO conscientes. J'en profite juste pour, avant de laisser la parole à Maxime, pour vous glisser un petit mot sur Aria Digital et vous inviter à suivre nos contenus, que ce soit sur les réseaux, sur nos mailings. Et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux sur les prochains événements Aria. Voilà, je laisse la parole à Maxime Je pour vous coupe commencer ce juste webinaire. 3 petites secondes. Je suis désolée, Maxime. Juste sur la période de conférence, vous pourrez laisser à tout moment vos questions dans la partie discussion et on aura bien sûr une période pour y répondre en fin de session. Merci à vous et je te laisse la parole, Maxime. Merci. Merci Benjamin, merci Mélilia. Du coup, je Un invité. ne suis pas tout seul, donc je suis très content de présenter Michel, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, quand je suis allé faire à Montpellier mon DU du numérique, et du coup, qui m'a fait le plaisir d'accepter ce webinaire ce soir sur les préparations et sur le numérique. Merci Michel de prendre ce temps de partage parce que moi, ça avait vraiment changé ma pratique quand je suis venu te rencontrer il y a 10 ans. Et je pense que cette vision à la fois de la prothèse fixée, mais en même temps du numérique, comment on peut réfléchir les deux en même temps, ça inspire et c'est, je pense, le but de ces webinaires d'inspirer. Donc, je pense qu'on va t'écouter tous passionnément et qu'on aura plein de questions derrière pour discuter tout ça. À toi, Michel. Je te remercie, Maxime. D'abord, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous sur une thématique qui est très intéressante et qui est vraiment d'actualité. Un moment où la CFAO rentre dans les cabinets vraiment de façon extrêmement importante et où les praticiens sont de plus en plus confrontés à cette nouvelle façon de travailler. Alors, l'objectif de la présentation aujourd'hui, ça va être de revoir des principes de base de la CFAO à travers la problématique des préparations. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup CFAO et on va un petit peu relier les prépas à ça parce que bien souvent, quand on a commencé, les prothésistes à qui on envoyait du boulot nous disaient « Écoutez, faites comme avant, il n'y a rien qui a changé. » Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a tout un tas d'éléments qu'il faut prendre en compte et qui font que peut-être notre approche des préparations a changé, d'autant plus si on travaille avec des matériaux qui sont des matériaux cassants et qu'on pratique le collage. Donc le but, ça sera de corréler le geste clinique à l'informatique et à la robotique, et puis
au cours de cette petite présentation, de vous proposer des conseils pour éviter ou minimiser les échecs. Alors, quel que soit le type de lésion qu'on a sur une dent, si on prend une dent unitaire, et Dieu sait qu'elles peuvent être variées, si on fait abstraction de la géométrie de la lésion, c'est-à-dire du volume et de la localisation de ce volume de perte de substance, la préparation va devoir prendre en compte, si on fait de la CFAO, 3 éléments. Alors, quels sont ces éléments? Si on réfléchit un petit peu, la réponse coule de source. Ces 3 éléments, ça va être l'empreinte, la fabrication et les matériaux. Pourquoi l'empreinte? Parce qu'on ne prend plus une empreinte chimico-manuelle, on prend une empreinte avec des moyens qui sont des moyens optiques. Ça devient différent, on va le voir. La fabrication, parce que bien évidemment, la fabrication, elle est faite énormément actuellement par usinage sur des matériaux qui sont cassants, et ça amène au 3e pilier de ce tabouret, qui sont les matériaux. Il faut mettre tout ça en adéquation. Et ce qui va mettre en adéquation l'empreinte, la fabrication et les matériaux, c'est nous, cliniciens, c'est notre préparation. Et sur ces 3 pieds du tabouret, s'il y en a un qui est déficient, tout se casse la figure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer indépendamment ces 3 éléments lorsqu'on fait des préparations et lorsqu'on fait de la CFA. Alors, on va commencer par l'empreinte optique. L'empreinte optique et les scanners intraoraux. L'empreinte optique, il est bon de rappeler un petit peu ce que c'est une empreinte optique. L'empreinte optique, c'est un relevé de mesure. C'est une surface qui va être enregistrée par une projection de points. Et tous ces petits points qui vont arriver sur les surfaces, qui sont les surfaces dentaires et maxillaires, vont être reliés par des lignes. Ces lignes vont former des triangles, et puis ensuite, il va y avoir différents logiciels qui vont nous donner un aspect d'état de surface, de la colorisation, pour nous donner le sentiment du réel. Ça, c'est un sujet que Maxime connaît très bien, je pense qu'il pourrait vous en parler très longuement. Et vous voyez déjà, si vous regardez la petite photo que vous avez en bas à gauche de l'écran, c'est une publication qui a été faite il y a quelques années avec des caméras qui ont maintenant peut-être 7 ou 8 ans. Eh bien, vous voyez que ce qu'on appelle le maillage, le mesh, c'est-à-dire ces petits points reliés par des lignes, est différent selon le type de caméra. Et vous comprenez facilement et aisément que plus un maillage va être serré, c'est-à-dire que plus vos points vont être approchés, plus votre maillage va être serré, plus votre empreinte sera précise. Regardez les 2 petites photos qui sont à côté où on voit un maillage et l'empreinte définitive. Ça, l'empreinte optique définitive, c'est des photos qui appartiennent à Maxime d'ailleurs. Vous voyez que sur la photo de gauche où il y a le maillage, bien malin qui peut dire où se trouve la limite de la préparation. Moi, je ne la vois pas. En revanche, quand les effets de texture arrivent par-dessus, quand la photo arrive par-dessus, vous avez la sensation de quelque chose qui est parfaitement juste et parfaitement réel. Pourtant, la caméra avec lesquelles ont été faites ces empreintes n'ont pas pu être commercialisées ou n'ont pas resté dans le commerce parce que les empreintes n'ont jamais pu permettre de la CAO et de la FAO dessus. Je vois que Maxime sourit, tu le sais aussi bien que moi. Ces empreintes, en fait, n'étaient, bien que très jolies, absolument pas exploitables. Donc, on a des facteurs qui sont intrinsèques à la caméra. Quand on va faire de la CFAO, quand on va faire des préparations, il faut être sûr de la qualité du maillage de la caméra, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des notions de profondeur de champ, de capacité de recalage des images pour avoir des arcades qui soient bien réelles, qu'il n'y ait pas de torsion dans l'arcade. Gérer les zones d'occultation, ça c'est une chose sur laquelle on va revenir, vous allez comprendre pourquoi, et la sensibilité à la lumière ambiante, d'autres petites choses comme ça. On n'est pas ici ce soir pour parler des empreintes optiques. On pourra y revenir, je pense, avec Maxime ou Benjamin qui sont des pratiquants, et on pourra faire quelque chose de très sympa là-dessus. Je peux vous renvoyer à des articles qui ont été coécrits par Maxime et moi-même, un article en français et un autre article en anglais. On pourra vous donner les références qui font un petit peu le point là-dessus et qui permettent de clarifier les choses. Pourquoi revenir sur les zones d'occupation? Regardez ces photos. Vous voyez sur la première image, la flèche rouge vous indique un endroit où la caméra n'a pas été efficace, c'est-à-dire que la caméra n'est pas passée dans cette zone. C'est souvent les zones qui sont sous les lignes de plus grands contours, en contre-dépouille,
et c'est souvent des lignes qui apparaissent sur les proximaux des dents. Alors, vous allez comprendre le problème de la chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, cette espèce de tache blanche, vous voyez, il y a beaucoup moins de points sur cette tache blanche que sur le reste de la surface de la dent. En fait, ces points, ce pas des points qui ont été projetés par la caméra, ce sont des points qui sont mis là par un programme mathématique qui dispose des points en se disant, ben voilà, sur la surface qui manque, on va la reconstituer artificiellement, donc on va déposer des points là. On va les relier. Vous voyez que la trame est beaucoup moins serrée qu'une vraie trame qui a été prise avec une vraie empreinte. On donne l'état de surface, on remet de la couleur dessus. Et si vous regardez la dernière photo qui est colorisée, vous avez vraiment l'impression d'une réalité. Or, toute la zone que vous voyez au niveau cervico-distal est fausse. C'est un calcul mathématique. Et dès lors, vous comprenez que là, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais imaginez que vous ayez ces zones d'occultation qui restent sur des proximaux de préparation, bordant vos préparations, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec des problèmes d'insertion et de points de contact au moment de votre prise d'empreinte. Donc, cette notion de zone d'occultation est une zone importante et il faut vraiment, lorsque vous avez fini votre préparation et que vous prenez votre empreinte optique, de bien vous assurer que vos dents adjacentes, les proximaux de vos dents adjacentes, ne laissent pas de zone d'occultation. Vous voyez, cette zone-là, là, qui est entourée en rouge, ben, elle est quasiment à 80% artificielle. C'est une construction mathématique, ce n'est pas le reflet d'une réalité. Et quand on sait que nos points de contact, ben, ça se joue à quelques microns près, il ne faut pas trop jouer avec ça si on veut avoir des prothèses qui s'insèrent à 100% en respectant l'intensité des points de contact. Les empreintes optiques se prenaient avant avec des caméras. Je ne sais pas si Maxime a eu l'occasion de travailler avec ça, parce que c'était maintenant à une autre époque, avec des caméras qui prenaient des photos qui étaient fixes. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas des films, on mettait la caméra au-dessus de la préparation et il fallait faire une photo. Et sur cette photo, il y avait des zones qu'il fallait absolument voir si on voulait pouvoir déclencher notre CAO et notre FAO, c'est-à-dire notre conception, notre fabrication. La première chose qu'il fallait voir, c'était la limite cervicale, sur toute sa circonférence. Ça, c'était absolument impératif. Ensuite, il fallait voir notre ligne de transition en deux. Et la ligne de transition, c'est quelque chose, vous allez voir, qui est particulièrement important. C'est la ligne qui définit la différence d'orientation des murs entre votre préparation périphérique cervicale et votre préparation axiale. Cette zone-là, il faut absolument la voir. Il fallait absolument la voir sur cette image. En 3, la limite de la face occlusale, bien évidemment les deux papilles et les points de contact. Et quand vous aviez cette image-là, quand votre caméra arrivait à définir cette image-là, vous étiez assuré d'avoir une CAO absolument complète, parfaite, une FAO absolument parfaite et une reconstruction qui allait parfaitement en bouche, sans problème de point de contact, avec une insertion parfaite au niveau de votre limite cervicale, etc., etc. Cette notion-là d'axe de préparation, on l'a un petit peu perdue parce qu'avec les caméras d'aujourd'hui, on filme. On filme et on est beaucoup plus attentif aux mouvements qu'on va faire avec notre caméra, à ne pas perdre le tracking, à bien respecter notre chemin de scannage, en se disant on va enregistrer la préparation et les dents adjacentes dans les meilleures conditions. C'est très bien, sauf qu'on perd de vue un petit peu cette notion d'axe et de, comment dire, et de validité de notre préparation pour poursuivre le travail de conception et fabrication assistée par ordinateur. Pourquoi? Il ne vous a pas échappé que dans certains logiciels, on vous demande de définir l'axe d'introduction. Ou alors, on vous dit, orientez-nous votre préparation de façon à ce qu'il n'y ait pas de contre-dépôt. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez fait votre préparation et quand vous avez figé cette image-là, votre logiciel de conception ne va plus travailler que sur une seule image. C'est-à-dire que vous aurez beau faire des détours, prendre votre préparation dans tous les sens, votre logiciel ne va plus travailler que sur l'image que vous lui donnerez avant de lancer votre CAO. Et en fait, vous retombez exactement dans le même type d'image que ce que vous aviez lorsqu'il fallait faire des empreintes avec une
caméra qui vous donnait une photo unique. Si vous n'avez pas tous ces points sur cette image-là, vous allez vous retrouver avec des sérieux problèmes au moment où vous allez devoir passer votre cours. Pourquoi? Regardez cette préparation destinée à une pièce céramique collée. Vous avez parlé de limite cervicale et de point de transition. Votre limite cervicale, vous la voyez parfaitement. Le point de transition, là, vous le voyez bien. Ici, vous le voyez aussi. Ici, vous le voyez aussi. Ici, on le voit bien. Ici, on le voit à peu près. Mais là, on ne le voit plus vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez peut-être fait une préparation où toutes les parois sont de dépouille, mais toutes les parois ne sont pas de dépouille entre elles. Et lorsque vous allez envoyer votre l'empreinte optique de votre préparation à la conception et la fabrication, cette zone-là ne va pas être enregistrée. Votre limite cervicale, elle va s'arrêter là où vous avez fait votre préparation. Même si vous avez enregistré en orientant votre caméra dans cette zone-là, qui peut être de dépouille par elle-même, mais pas de dépouille par rapport aux autres box, eh bien, vous allez créer une zone d'occultation, vous allez créer une CAO et une usinage qui va vous laisser un hiatus. Et ça, c'est générateur d'échecs à court terme, à moyen terme et le plus souvent à long terme. Pourquoi? Parce que ce genre de problème, vous l'avez dans les box. Ça fait 10 ans que j'ai une consultation de CFAO direct à la fac et tous les mardis, mercredis, je fais ça avec mes étudiants. Je peux vous garantir, il est extrêmement rare, lorsqu'on fait des MOD, qui sont des restaurations qui sont assez courantes, lorsqu'on a plusieurs box, d'avoir la visibilité de nos points de transition partout sur la préparation. Et bien souvent, parce qu'on a fait l'empreinte optique, on leur dit, regardez, là on voit, là on voit, là on voit, là on ne voit pas, il faut reprendre. Il faut rouvrir un petit peu les murs pour ne pas se retrouver avec cette problématique que vous avez sur la photo de droite qui va créer un hiatus dans une box proximale. Et un hiatus dans une box proximale, à la radio, vous ne la voyez pas. Et souvent, quand vous avez collé votre onlay, tout ce que vous voulez, votre overlay ou n'importe, il y a la colle, ça fait 100 microns, ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement visible, vous passez à côté et on se retrouve quelques mois après ou 1 ou 2 ans après avec des infiltrations, un décollement, une reprise de carré, on dit ah, c'est faux, ça ne marche pas, c'est tout céramique, c'est pas bon. Non, ce n'est pas ça. C'est que vous n'avez pas fait une préparation optolisible, complètement. Ça, c'est une zone clé. Regardez, sur ce petit schéma, ça fonctionne comme ça. Vous avez votre caméra qui arrive au-dessus de votre préparation et vous avez les rayons qui vont taper jusqu'au fond de votre préparation. Ben, vos rayons, tous ces petits points que vous avez eu tout à l'heure, il faut qu'ils se mettent sur une surface qui est de dépouille. Et cette dépouille, c'est marrant parce qu'on retrouve le diagramme de Jorgensen, c'est 3,5 minimum. Il faut avoir 3,5 de dépouille minimum pour que vos points puissent prendre tout ce mur. Si vous ne l'avez pas, ben vos rayons, regardez sur la photo du milieu, il va taper sur le bord, il va vous laisser une zone d'occultation. Ça ne fera peut-être pas un hiatus, mais il y aura un truc qui n'ira pas, ça ne sera pas net. Et si vous laissez une contre-dépouille, vous vous retrouvez dans la problématique précédente, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un hiatus. Et ça, je vous garantis, si vous faites de la CFAO, si vous avez une caméra optique, vérifiez vos préparations en fin de vos préparations, lorsque vous avez terminé, regardez bien d'avoir cette dépouille générale et d'assurer vos points de transition et vos lignes de transition absolument partout. C'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui est source de beaucoup, beaucoup d'échecs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de contre-dépouille doit être remplacée par cette notion de ligne de transition. Alors là où ça nous arrange, c'est lorsqu'on fait des endocouronnes. Parce que vous faites des endocouronnes, ça c'est l'exception qui est très pratique pour ça. Parce que lorsque vous faites des endocouronnes, vous avez une cavité camérale, vous mettez en continuité la cavité d'accès endodontique avec la cavité camérale et de temps en temps, il y a des zones qui sont un peu de contre-dépouille là-dedans. Mais vous vous en fichez. Regardez les deux usinages que vous avez en bas.
regardez sur celui de droite, comme les murs sont parfaitement droits et lisses, ils ne sont pas droits et lisses parce qu'on a fait une super préparation. Un de mes étudiants, au moins, on a fait une super préparation. C'est que votre empreinte optique a tiré droit, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle n'a pas pris les contre-dépouilles et elle vous a usiné quelque chose de droit. Votre axe de préparation, c'est votre axe de prise de vue. Ça va être votre axe de CAO et ça va être votre axe d'usinage ensuite. Il est unique et il se fait sur une seule photo. Vous pouvez vous amuser à prendre toutes les contre-dépouilles que vous voulez lorsque vous avez une endocouronne. Croyez-moi, je l'ai fait plusieurs fois. Vous aurez toujours une image comme celle que vous avez en bas parce que vous ne travaillez que sur une seule image. On va un petit peu parler de la limite cervicale maintenant. La limite cervicale, il est clair qu'elle doit être parfaitement visible sur toute sa circonférence si vous voulez que vos petits points se répartissent là-dessus de façon harmonieuse, puis que le mesh puisse s'établir. Si vous n'y voyez pas très bien, ce n'est pas un souci, on optimise cet accès aux limites par des moyens conventionnels qui sont l'expasil, le Traxodan, tout ce que vous voulez, un coup de bistouri, pourquoi pas un coup de fraise. Le tout, c'est que vous ayez une limite cervicale qui soit parfaitement nette et régulière. Et il faut définir une arête. Si vous définissez une arête, que ce soit une arête périphérique, que ce soit une arête dans des boxes, il faut qu'elle soit absolument nette pour que votre image se fasse correctement. Et souvent, quand vous allez faire votre préparation, on reparlera du polissage. Au moment du polissage, eh bien, vous allez travailler la dépouille de vos préparations. Hein. Si vous faites des coiffes partielles notamment, vous allez les optimiser et vous allez bien passer sur ces arêtes pour qu'elles soient parfaitement nettes. Quand on fait des préparations au CHU, la plupart du temps, on passe plus de temps à faire le polissage qu'à faire la préparation en elle-même. L'état de surface est une chose qui est importante aussi. Il peut entraîner des erreurs. Vous voyez sur cette photo, regardez toutes les bulles que vous avez. Et ces bulles, vous voyez qu'il y a des petites... on voit de la réflexion lumineuse dessus. Alors des bulles, en empreinte optique, c'est comme des bulles quand vous faites une empreinte chimico-manuelle. Ça peut vous donner des erreurs au niveau de la surface. Et puis ça peut aussi également vous renvoyer, jouer sur la réflexion lumineuse et faire qu'à ce niveau-là, vos points vont moins bien se répartir et vous risquez de vous retrouver avec des limites qui seront, ou des surfaces qui vont être bien moins nettes et bien moins optolisibles. Donc, fluide gingival abondant, salive, spray qu'on n'a pas bien séché avant de faire votre empreinte optique, séchez votre préparation correctement pour éviter d'avoir tous ces défauts de surface et d'avoir éventuellement un risque de réflexion lumineuse. Donc ça, vous voyez, surtout dans les zones d'intérêt qui vont être des box, qui vont être des zones un petit peu comment dire, difficilement accessibles, eh bien, il faut absolument les nettoyer. Et vous voyez que sur ces images-là, on a nos points de transition. Là, on va pouvoir maintenant polir tout ça et passer à l'étape suivante. Cette limite cervicale, il est bien évident qu'elle peut être infragingivale. Ah, excusez-moi, je vois que j'ai fait une petite erreur, une faute d'orthographe. Il y en a peut-être plus d'une dans la présentation, je m'en excuse. Votre limite, elle peut être infragingivale, ce n'est pas un souci. Vous savez, au début, quand il y a eu les premiers, le début de l'empreinte optique, certains vous disaient la limite infragingivale est contre-indication à l'empreinte optique. Les gens qui vous disaient ça, c'est des gens qui n'avaient jamais fait d'empreinte optique. Parce que ce que l'œil voit, la caméra, elle le voit. Elle le voit, elle l'enregistre. Mais le tout, c'est qu'elle le voit, qu'elle le voit bien. Regardez la photo de gauche, vous voyez la limite que vous voyez en mésial, vous la voyez parfaitement. Et sur cette photo-là, vous avez l'impression, vous n'avez pas l'impression qu'elle est infragingivale. Si on incline un peu la photo et l'image sur le côté, vous voyez qu'on est bien à 1 mm ou à 2 mm en proximal sous la gencive. On voit qu'il y a eu des coups de fraise qui ont été donnés parce que, comme d'habitude, quand on a des préparations à faire, souvent on a des caries proximales et ces caries proximales, souvent, sont juxta, voire un petit peu infragingivales. Ce n'est pas une contre-indication.
Le tout est de bien voir sa limite, donc avoir une arête bien nette, ne pas avoir de salive ou de sang par-dessus, etc., 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 pour que nos petits points puissent bien se placer et qu'on puisse, en toute tranquillité, faire notre empreinte. Donc, si vous voulez, l'empreinte optique CFO consciente, c'est d'abord respecter l'axe de préparation. Pourquoi? Parce qu'en respectant votre axe de préparation, vous allez favoriser l'insertion parfaitement jusqu'aux limites et assurer l'étanchéité de votre joint dentoprothétique, surtout si on a une limite infragingivale. C'est neutraliser les zones d'occultation dans les proximaux, parce que si vous laissez des calculs mathématiques se faire dans les proximaux, vous risquez d'avoir une image qui est fausse et peut-être un défaut de point de contact, que ce soit en excès ou en défaut. Un fil qui ne passera pas, une dent qui ne rentrera pas bien, un fil qui passera trop, un fil dentaire qui passera trop avec des tassements alimentaires ensuite, etc., etc. Visualiser toutes les lignes de transition. Ça, si c'est le message que vous retenez ce soir, je pense que déjà, ça sera absolument positif pour vous, pour ceux qui ne l'auraient pas réalisé. Réaliser des bords de préparation parfaitement nets, et ça, on y reviendra au moment de l'usinage. Pensez à la précision des limites. C'est chez les préparations. Pensez à précision de l'état de surface. Si vous pensez à toutes ces choses-là, si vous les respectez, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas une empreinte parfaitement CFO consciente et avoir à ce niveau-là déjà un succès. Deuxième pied de notre tabouret, les matériaux. Ça va, Maxime? Je ne suis pas trop rapide, c'est pas... Tu me dis s'il y a quelque chose. C'est top. La seule chose, c'est que tu es peut-être un peu... On risque de déborder un peu sur le planning si tu je vais gardes ce plus vite. rythme-là. Je vais plus vite. Un poil pour se laisser du temps pour la discussion derrière. Mais c'était la partie la plus longue. Mais on va aller un peu plus vite. Votre préparation, c'est quoi une préparation? Une préparation, c'est une diminution de substance pour ménager un matériau de reconstruction et son matériau de fixation. Ça va dépendre de l'état de la dent résiduelle et du matériau. Et certain que vous ne préparez pas une dent pour une prothèse métallique que pour une prothèse en disilicate de lithium ou pour une zircone stratifiée, etc., etc. Donc, vous allez penser votre préparation en fonction de la prothèse et il va falloir calibrer votre préparation. Vous voyez, sur ces deux petites images que vous avez là une image avec l'incisive latérale mandibulaire qui a été faite, c'était une dent vivante, je crois qu'elle l'est toujours d'ailleurs, et en bas, vous avez la CAO, le squelette de la CAO. Et vous voyez que, comme la préparation a été faite dans le bon axe, que la réduction des matériaux a été calibrée, et bien vous voyez que vos bords libres sont parfaitement alignés. Vous les voyez en vert, là, ils sont représentés en vert, on voit qu'ils sont parfaitement alignés. Vos lignes de plus grand contour sont parfaitement alignées aussi. Ce qui veut dire que votre volume de dents va être optimisé, ce qui veut dire que votre axe de dents va être validé, vous n'aurez pas à retoucher votre CAO ou à bouger après, et vous allez avoir quelque chose qui va être parfaitement homothétique. Alors ça, c'est quelque chose d'important. C'est important, et pour ça, on avait développé à l'époque, c'est surtout Jacques Rénal qui était à l'initiative de ça, mais on faisait partie de l'équipe qui a développé ça, les préparations assistées par guidage, qui sont des préparations qui se servent de fraises avec des guides de calibration qui nous permettent d'enlever juste la valeur de matériaux qu'on veut enlever et qui nous assurent une restauration pseudo-homothétique très précise de nos préparations. Vous voyez là, vous voyez les fraises guides qui sont enfoncées et on a, pour faire cette V-prep, cette face occlusale, on a quelque chose qui est parfaitement pseudo-homothétique. C'est quelque chose qui est en train de rentrer dans l'enseignement de plus en plus. Et ça nous permet d'avoir une réduction qui va être calibrée, donc un usinage de matériaux qui va être optimisé. En quoi c'est important cette chose-là? Je vous montre très rapidement des petits tests qu'on a fait il y a quelques années. Vous voyez, on a pris un petit pion, celui que vous voyez au milieu, qui représente globalement le volume d'une prémolaire. On lui a donné une conicité de 7 degrés, qui est ce qui est préconisé dans la littérature. On a fait l'équivalent d'un congé et on a fait une face comme une pseudo-face occlusale arrondie. Et on a fait varier chaque paramètre, toute chose restant égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a fait varier qu'un paramètre.
On est passé de 7 degrés à 21 degrés parce que dans les cabinets, on a constaté statistiquement qu'on faisait du 21 degrés. Là, on a tout gardé pareil, on est passé d'un congé à un épaulement droit et là, on a gardé une face occlusale plate au lieu de la faire arrondie. Donc, on a fait des petits pions en céramique à partir d'une empreinte optique, on a collé tout ça, on a mis tout ça sous presse et puis on a collé, on a regardé avec des capteurs de force pour voir un petit peu ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que lorsque votre dépouille passe de 21 degrés à 7 degrés, vous gagnez 33% de résistance de votre céramique. Lorsque vous faites une limite cervicale type congé et que vous passez un épaulement droit, vous gagnez 40% de résistance de votre céramique. Et lorsque vous faites une face occlusale qui est plate par rapport à la contrainte, à la place de faire une face occlusale qui est arrondie, vous gagnez 52% de résistance de votre céramique. Et si vous joignez tous ces éléments-là, vous gagnez 82% de résistance de votre céramique. C'est-à-dire que dès lors vous comprenez que votre geste de praticien, la façon de tenir votre fraise, la façon de procurer une préparation qui va ménager des espaces de matériaux optimisés, eh bien c'est quelque chose qui va vous permettre d'augmenter la capacité de résistance de vos préparations sans aller chercher des matériaux qui vous feront croire qu'ils vont être plus résistants, qu'ils vont mieux tenir, etc. etc. C'est absolument tout à fait inutile. On a publié là-dessus, on pourra y revenir, c'est un petit peu mon dada, la mécanique des préparations, mais c'est un autre sujet. Bien sûr, on a regardé tout ça avec des caméras haute vitesse, on les a filmés, on les a comparés avec des éléments finis, et on a basé notre protocole de préparation, notamment les préparations assistées par guidage, sur ces études-là. Vous verrez dans la littérature, souvent on vous dit que les limites doivent être pour de la céramique des congélages ou des congés larges ou des quarts de rond. En fait, la limite cervicale optimale quand on fait de la CFAO et notamment des céramiques vitreuses qui sont cassantes, c'est l'épaulement droit. Pourquoi le quart de rond? Parce que les premières restaurations qu'on a faites en CFAO, les plus répandues, c'était fait avec un système Procera qui était un système de palpeur. Le palpeur, c'était ce boule qui se déplaçait le long de la préparation. Vous la voyez qui passe là sur la préparation pour l'imprimer. Eh bien, si vous n'aviez pas une fraise qui était en quart de rond, il était impossible d'enregistrer cette zone-là. Mais ça, c'est une légende urbaine. Faire un quart de rond pour une préparation en tout céramique et en CFAO n'est absolument pas justifié mécaniquement. Il faut passer sur l'épaulement droit. La deuxième chose, c'est les faces occlusales. Quand on a montré ça, on nous a dit, vous vous rendez compte, vous avez laissé des angles vifs, il faut faire des arrondis. Alors on a repris nos petits pions, on a fait des arrondis, on a mis sous presse, regardez. Regardez bien d'où partent les fêles. Les fêles partent au niveau des arrondis. Et on a perdu à peu près 18% de résistance de notre céramique. Donc faire une face occlusale plate en regard d'une contrainte en laissant un angle vif, ce n'est pas quelque chose de gênant. En revanche, il faut que votre face occlusale soit plate. Et là, vous gagnerez 80% de résistance de votre céramique usinée. C'est quelque chose qui est assez important. Donc, lorsque vous pensez réduction, c'est d'abord respecter l'homothétie de la réduction. C'est penser esthétique, parce que si votre réduction est réduite de façon homothétique, notamment lorsque vous travaillez avec des matériaux qui sont des matériaux monoblocs, vous allez assurer une qualité de votre esthétique par l'absorption de la lumière et sa diffusion. Respecter les contraintes occlusales, bien évidemment, vous savez qu'il faut accommoder les contraintes en compression en gardant une certaine valeur minimale pour assurer solidité et pérennité. Et bien évidemment, plus votre préparation sera homothétique, plus elle sera dans l'axe, pour ceux qui font de la CFAO directe, plus la CAO sera immédiate, rapide. Vous n'aurez pas de retouche à faire, vous n'aurez pas de cuspide à remettre dans les bons axes, etc. Ça se fera tout seul. Il faut penser donc à cette adéquation entre le volume de matière à soustraire et le volume de matériaux pour la reconstruction. Et il faut penser, bien évidemment, pérennité avec des valeurs qui soient susceptibles d'encaisser les contraintes occlusales. Quand on passe au troisième pied, j'ose dire, à la fabrication, il y a deux types de fabrication qui se font actuellement. C'est l'usinage et l'impression 3D.
L'impression 3D, on pourra vous en reparler plus tard, mais actuellement, la majorité de la prothèse fixée se fait en usinage. Et la totalité des prothèses usinées en céramique se font en usinage. Les usineuses, vous en avez de toutes les catégories, vous en avez de toutes les tailles. Regardez cette préparation, elle peut paraître sympa. C'est une coupe sur une incisive, c'est très homothétique. On a nos épaisseurs qui sont partout identiques, on aura une belle esthétique. On est beaucoup plus épais en haut, ce qui fait qu'on aura naturellement un aspect grisé parce que le trajet de la lumière nous donnera ça naturellement. Sauf que, si vous regardez réellement ce qui se passe, l'usinage, il est comme ça. Il est comme ça parce que lorsque vous faites de l'usinage, vous êtes soumis à deux choses. Un parcours d'outils, c'est-à-dire que vos fraises, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, aller dans tous les sens. On a beau vous dire, ouais, c'est du 6 axes, c'est du 8 axes, c'est du 15 axes. La plupart du temps, ça fait ça et ça fait ça. Regardez vos sérèques, regardez toutes les usineuses. Il n'y a pas des grandes circonvolutions. Ça travaille selon 3 axes généralement. Et puis, vos fraises ont un diamètre. Elles ont un diamètre qui fait que, en assurant un certain chemin, eh bien, il y a des zones qu'elles ne peuvent pas faire. Sur cette incisive-là, cette petite pointe, elle ne peut pas la réaliser. Donc, il y a deux solutions. Ou elle ne la fait pas, et à ce moment-là, votre couronne ne rentrera pas. Vous allez la renvoyer au labo. Ou alors, on accepte un seuil de tolérance et on vous fait un surusinage. Mais ça, vous n'en êtes pas conscient de ce surusinage-là. Si vous ne savez pas qu'il faut travailler d'une certaine façon et faire vos préparations d'une certaine façon et vos bords libres d'une certaine façon, eh bien, vous allez vous faire piéger et vous risquez d'avoir de la casse à moyen terme. L'extrado, il est piloté par un logiciel. Il est programmé, il va vous faire une face occlusale d'une certaine façon, il n'y a aucun souci. Les fraises sont généralement pointues. L'intrado, c'est différent. C'est vous qui allez déterminer le pilotage de l'intrado. Lorsque vous faites une préparation, vous faites votre préparation, vous en faites l'empreinte optique, et c'est ce volume-là, cette surface-là, qui va guider le trajet de vos outils. Ce qui fait que si vous ne respectez pas certaines règles, eh bien, vous allez vous retrouver comme ici, vous voyez en haut, cette espèce de petite couronne. Si vous regardez en outil cut, là, vous avez l'impression que vous avez vos épaisseurs. En fait, la fraise, elle a eu des petits défauts sur son trajet qui font qu'elle a dû surusiner. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Si vous faites de la CFO direct, la première chose qu'il faut faire avant d'usiner, c'est de retourner et regarder l'intrado de votre prothèse. Si vous avez des grands coups de fraise dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a des grands coups de fraise, vous allez perdre de la matière, de l'épaisseur, donc de la résistance. Et là où ça devient un gros piège, c'est que les machines, pour nous faire croire qu'on est tous très forts et qu'on est tous très bons, elles ont un seuil de tolérance. Et plus le seuil de tolérance est important, plus le risque d'erreur est important. Parce qu'une tolérance n'est pas la correction d'une erreur. C'est accepter une erreur avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Donc, il faut être extrêmement vigilant à ce niveau-là. Pensez à vos parcours d'outils, pensez à vos valeurs de réduction. Vérifiez, si vous faites de la CFO direct, l'intrado de vos prothèses pour vérifier que votre préparation a été bien conforme. Si ça ne va pas, si vous perdez trop de substance, il faut reprendre votre préparation. La limite cervicale. La limite cervicale, c'est quelque chose d'hyper important. Ça, ce sont des photos que j'ai prises chez un prothésiste. Regardez. Regardez l'état de ces limites cervicales. Ça, c'est ingérable pour une usineuse. Pourquoi? Parce que votre usineuse, elle travaille de deux façons. Elle va usiner différemment l'intrado axial, et elle va usiner différemment ce qu'on appelle la holizone, qui est une zone qui est la zone de la limite cervicale. Elles ne sont pas usinées de la même façon. C'est-à-dire que votre partie axiale, elle va être usinée, je dirais, assez grossièrement. En revanche, lorsqu'on va arriver dans la partie de la limite cervicale, l'usinage devra être beaucoup plus fin. Mais vous vous doutez bien que sur une fraise qui a un certain diamètre, toutes ces petites irrégularités que vous voyez là, sur les petites photos à gauche comme à droite ou les becs, vos fraises, elles ne pourront pas les faire. Si vous faites de l'impression 3D et que vous compactez du matériel dessus, que ce soit du métal ou de la céramique ou de l'alumine comme le faisait le Procera, vous allez tout boucher, il n'y a pas de souci. Mais là, vous ne pourrez pas.
Et vous allez vous retrouver sur tous ces petits défauts avec des surusinages. Et les surusinages, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, des surusinages. Les surusinages, ça veut dire que vous allez avoir un joint dentoprothétique qui va être moins bon. Regardez ces deux photos sur une endocouronne. Vous avez à gauche une photo qui a été faite avec une bague verte et à droite le passage de la bague rouge après. Vous voyez, la limite, elle est infragingivale, là aussi en mésial. Et vous voyez déjà à l'œil, regardez tous les petits défauts qu'on a. Il est absolument, vous voyez sur la petite photo de droite, vous voyez la holy zone. Il y a l'axial et vous voyez que quand on va vers la limite cervicale, dans le petit cercle rouge, ben vous voyez que l'usinage tend vers le zéro. Il va passer de 100 microns au niveau de l'axial à 40 microns dans l'idéal au niveau du joint dentoprothétique. On passe énormément de temps à polir. On passe énormément de temps à polir parce qu'au moment du polissage, ben on va, comme je vous le disais, parfaire nos arêtes, on va parfaire nos dépouilles et on va également essayer de donner quelque chose qui favorise un usinage sans surusinage dans ces zones-là. On ne va pas laisser s'exprimer ce seuil de tolérance qui va nous surusiner ces zones. Et voyez ce que ça donne sur ces deux petites photos, hein, un cas qui a été fait en haut, c'est deux endovéprés, pas prémolaires, ce que j'adore, une qui est faite sur une prémolaire supérieure, une sur une inférieure. Vous voyez que ce n'est pas photoshopé, les limites, on ne les voit pas. On ne les voit pas, pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui est parfaitement poli, vous avez quelque chose qui va s'adapter complètement, et comme ça va s'adapter complètement de façon linéaire, la lumière qui va traverser, ben, elle ne va pas envoyer des rayons de tous les côtés, elle va prendre le sous-jacent, le support dans ces trajets, et le mimétisme va pouvoir s'exprimer. Et là, vous aurez quelque chose qui va être magnifique. Alors bon, je vous passe, tout ça, on l'a regardé, on a foutu ça sous microscope à force atomique pour regarder les états de surface avec polissage, sans polissage, etc. C'est des études qu'on a fait avant. Vraiment, 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 pensez à polir cette zone. Donc, vous voyez, on va être dans les temps, hein, je pense qu'on arrive à moins le quart. La CFO Conscience, c'est vous qui programmez l'usinage de l'intrado. Voilà. Quand vous faites de la dites-vous bien que c'est vous qui allez déterminer le parcours des outils et l'optimisation de ce parcours en fonction du diamètre de vos fraises. Il faut que vous pensiez en négatif, il faut que vous pensiez préparation intrado. Respecter une forme de préparation, ben, c'est penser à la géométrie des fils, bien évidemment. Pensez à l'esthétique et à la pérennité de votre joint dentoprothétique. Hein, on polit bien tout ça pour avoir ce mimétisme qui va pouvoir s'exprimer, et également cette étanchéité. Et rappelez-vous que le seuil de tolérance d'une machine-outil, ce n'est pas quelque chose qui corrige les erreurs. Voilà. L'extrado assure l'esthétique, l'intrado assure la robustesse, et c'est vous qui en êtes responsable. Une fois que ces trois éléments-là, ben, que ce soit au niveau de l'empreinte optique, que ce soit au niveau des matériaux, du respect des épaisseurs, de l'accommodation des contraintes et de la FAO, sont, si vous voulez, analysés, compris et conscients, à ce moment-là, il n'y a aucun souci, vous allez aller au succès, même avec des matériaux hyper fragiles. On a mis, nous, cette méthode de travail au point il y a bien des années de ça. On a fait en 2017 une publication où sur, je crois, 400 cas, on arrivait à 98,66% de succès à 7 ans sur des restaurations toutes faites en Vitamark 2 qui sont des céramiques feldspathiques réfutées les plus fragiles. Et sur les endocouronnes, on était quasiment à 100% de réussite. Donc, connaître le matériel numérique, fournir aux machines ce qu'ils attendent. Vous ne pourrez jamais dialoguer avec une machine, comme vous dialoguez avec votre proté qui pourra vous arranger votre modèle, vous rajouter un peu de trucs, vous compenser. La machine, ça ne le fait pas. La machine, vous lui donnez un job à faire, elle le fait. Il faut lui fournir ce qu'elle attend. Et souvenez-vous bien que le rattrapage n'existe pas avec toutes ces machines. Et la plupart du temps, quand vous avez un échec en CFAO, sur des céramiques vitreuses, sur des choses comme ça, reprenez bien vos fichiers, regardez-les bien. 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, c'est une erreur qui est due à la préparation et non pas aux matériaux ou aux machines. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop lent ou trop rapide par moment. Je vous remercie. Maxime, s'il y a des questions, si tu veux qu'on discute de certains points, je suis à ton entière disposition. Un immense merci, Michel. J'ai des questions. Je ne sais pas s'il y a des personnes connectées qui souhaitent poser des questions. Il y a Mélidia qui a lancé des hostilités.
Moi, enfin, je vais commencer le temps que des questions apparaissent, mais ma question, c'est est-ce que tu as changé des choses avec le développement et l'apparition de nouvelles formes de céramique dans tes préparations? Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres à différents moments dans la préparation, dans la conception? Mis à part le Non, respect des épaisseurs, est-ce que ça a philosophiquement changé des choses ou pas? non. Alors, je vais dire des choses que je devrais peut-être pas dire. Je pense qu'il y a, je suis passé pendant un bon moment avec des vitraux céramiques, donc de l'impresse, si tu veux, ou de la Vitamark, avec des épaisseurs de 800 microns de céramique sur des molaires. Euh, je ne pense pas que, si tu veux, les propriétés mécaniques des matériaux, c'est quelque chose qui peut nous rassurer, mais à partir du moment où tu as un concept de préparation qui va te mettre dans une position ceinture et bretelle, comme dit Olivier Etienne, sur le matériau le plus fragile, à partir de là, tu peux l'extrapoler sur tous les matériaux. Après, tu as des matériaux qui sont des matériaux entre guillemets plus souples, qui vont faire travailler ton joint de collage ou ton joint de ciment, peut-être entraîner de la fatigue plus facilement que sur des matériaux qui sont rigides. Globalement, je pense que ce type de préparation-là, c'est quelque chose qui peut être employé de façon assez universelle et je n'ai pas été amené à changer mes préparations. Si demain, il y avait de l'impression 3D, en revanche, de céramique, je pourrais me permettre d'être moins regardant au niveau, par exemple, de mes limites cervicales. Parce que ta projection de matériaux va te combler, va te compenser toutes tes irrégularités. Je ne le ferai pas, mais ça peut plus, si tu veux, s'accepter. Avec de l'usinage, on ne peut pas tricher. Ce n'est pas possible. Parfait, merci beaucoup Michel. Il y a Jacques qui a une question, je crois. Oui, vous m'entendez? Merci Michel, c'était très bien. J'ai aimé la partie sur la capacité de résistance des matériaux, mais par contre, je suis surpris, tu dis qu'il y a plus, pour la prothèse fixée, plus d'usinage que de frittage. Moi, j'en étais resté où on faisait plus de frittage que d'usinage. En Pourquoi? céramique, en céramique, Ah, en céramique, d'accord. en céramique. Je ne parle pas du métal. Le Tu parles pas fritage du du métal, métal, c'est autre d'accord. chose. Ok. Hein, le fritage du métal, c'est autre chose. Il y avait je pense que tu le sais mieux que moi, il y avait également, bien sûr, d'autres méthodes. Je pense au système Procera où c'était du compactage sur die surdimensionné. Je pense à Volceram où c'était de la barbotine qui était mise sur des die de façon, comment dire, informatique, où c'était du dépôt. Mais actuellement, tout ce qui est céramique, c'est de l'usinage ou de la pressée pour certaines restaurations. On attend avec impatience l'impression de la céramique. Ça ne devrait pas tarder à arriver, l'impression 3D de la céramique, ça ne devrait pas tarder. C'est dans les tuyaux. Ok. Merci Michel. Bravo. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Moi, j'avais une question en plus. J'en profite, hein, je balance les questions, Michel. C'est plutôt, j'en ai deux, mais je vais commencer par la première. Est-ce que tu as identifié des facteurs de risque un petit peu de ces dents, de cette association PAG matériaux? Est-ce que sur des types de dents, sur des types de préparation, sur des types de matériaux, est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'échec que tu as identifiés, même si tu dis que c'est rare, de ton expérience? Est-ce qu'il y a des terrains plus dangereux que d'autres? Oui, les antérieurs. Les antérieurs. Je pense que le plus simple quand on fait des PAG, quand on fait des reconstructions en tout céramique sont les postérieurs, molaires, prémolaires. Moi, j'ai l'habitude de dire que je traite tous mes bruxos avec des vitraux céramiques, même pas des disilicates de lithium, parce qu'ils vont m'user, ça a le même coefficient d'usure que les dents, ils vont les user en harmonie avec les autres dents, ils ne cassent pas, parce qu'ils les usent. Même sur des bruxines centrées, si tu es bien, toujours, tu respectes ton homothétie de cuspide et antagoniste pour travailler en compression. Sur les prémos, ça va encore. Quand tu passes sur des canines, alors là,
sur la face vestibulaire, il ne faut plus faire d'épaulement. Il faut faire du congé. Et plus tu vas aller devant, plus tu vas travailler en cisaillement, plus tu vas travailler sur la propulsion, sur le guide antérieur, plus il va falloir faire du congé. Et sur de la facette, il va falloir faire des congés extrêmement fins. Ça, on pourrait en discuter parce qu'on a fait de l'holographie 3D là-dessus aussi, pour voir un petit peu comment ça se comportait, les contraintes. Il faut vraiment que tu aies quasiment un glissement sur ta colle, une accommodation, tu vois, alors que si tu as un épaulement, ben, tu vas créer une zone de stress quand tu fais des latéralités. Après, on sait aussi qu'un joint, il souffre beaucoup plus en cisaillement qu'en compression. Donc, dès qu'on commence à partir sur des choses qui sont latérales, comme les canines ou les antérieures, selon ton guide incisif, bien évidemment, hein, ça commence à devenir, à mon avis, beaucoup plus dangereux. Et là, il y a peut-être encore des choses peut-être améliorées au niveau des préparations. Je dirais, il y a peut-être un choix de matériaux qui doit être peut-être un peu différent sur des incisives ou des canines par rapport à des prémolaires. Et paradoxalement, je mettrais des matériaux plus résistants. À l'époque, au début, si on disait mettez du disilicate de lithium derrière, mettez de l'impresse ou de la marque devant. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Ça souffre beaucoup plus une dent antérieure. Surtout si tu manges des sandwichs avec du jambon. Je crois que Jacques a encore une question. Oui, Michel, tu as parlé de bien polir ses préparations. C'était très important. Donc, on a après un usinage qui est parfaitement lisse, parfait. Et après, comment ça se passe au niveau du collage? L'épaisseur de la colle, est-ce qu'on en tient compte dans l'usinage? Est-ce qu'on fait des évents? Comment ça se passe? Non, non, non. Ton espace dentoprothétique, il est programmé. Ah oui, d'accord. Ton espace dentoprothétique, il est programmé. Tu vas ménager grosso modo 100 microns sur toute la partie axiale de la dent face occlusale comprise, et puis tu vas descendre à 40 microns sur ta limite périphérique pour avoir quelque chose de la colle qui quand même puisse accommoder les contraintes en cisaillement et en compression, enfin, selon les forces qu'il y a sur tes cuspides, mais qui soit quand même plus fin. Et le CEREC, à l'époque, quand tu poudrais, son programme compensait l'épaisseur de poudre aussi, si tu veux. Et en épaisseur de colle, tu as combien? Normalement, tu as 100 microns. 100 microns quand même. Ouais. C'est pour ça que quand tu fais ta réduction, il faut toujours prévoir. Souvent, on dit il me faut, je sais pas moi, 1,5 millimètre. Alors ça, c'est des trucs, moi, qui m'ont toujours... je sais pas comment un type peut faire la différence, un praticien, entre 1,2 millimètre ou 1,5 millimètre de préparation. Il faut qu'on me montre. Hein. Moi, les rodins de la préparation, je voudrais les voir parce que ça me... Tu vois, ça me... Voilà. Il faut faire 1,5 millimètre. Ouais, tu fais ce que tu peux. Hein. C'est pour ça qu'il faut des fraises parfaitement calibrées, des fraises de bonne qualité, les faire tourner à la bonne vitesse. Et il faut savoir le type de fraise qu'on achète, parce que quand vous achetez du Comet, par exemple, et que vous dites j'ai une Comet, une 0,18, il faut savoir que le 0,18, il est à la base de la fraise et pas à l'extrémité. Si vous avez une fraise qui est pas une fraise cylindrique, si vous avez une fraise cylindroconique. Donc là, on peut se faire avoir sur les valeurs de réduction aussi de temps en temps. Donc, ouais, 100 microns et 40 microns, généralement, on les règle comme ça, quoi. Et surtout pas chercher la friction ou les trucs comme ça, parce qu'alors là, si on a un contact céramique dent, on est sûr de péter. Ok. Merci. Il n'y a toujours pas de Tu sais, question. c'est un peu ce qui se faisait avec le die spacer, en fait, avec la coulée. Hein. On ne mettait pas la même dose de die spacer sur tout le pourtour de la dent et au niveau de la limite cervicale quand on faisait des coulées métalliques. Oui, c'est vrai. Merci, Michel. Compris. On embête encore Michel avec une dernière question, puisque je pense que tout le protocole est basé quand même sur les fraises. Est-ce que tu as une idée du nombre d'utilisations
sur lequel, pendant quelle période d'utilisation on peut maintenir une confiance dans la qualité des fraises et quels sont pour toi les indicateurs au moment où tu te rends compte qu'il faut changer, à part que c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a que ce soit sur des fraises de préparation pour aller vite, pour enlever du tissu, pour polir, est-ce que tu as des indicateurs qui te font dire, à part visuel, est-ce que tu as des choses qui te font dire mon matériel principal pour ma préparation n'est pas de bonne qualité? Est-ce que tu as une idée de combien d'utilisations ça Alors, représente? bon, tout le monde sait qu'il y a des différentes qualités de fraises, hein. Je me rappelle d'un confrère, je vais le nommer parce que je l'adore, François Descamps, qui est maître de conf à Lille, qui était tout fier parce qu'il avait ramené de l'IADR, des fraises chinoises qu'il avait achetées en rouleau paquet. Et quand il les a sorties, il s'est aperçu qu'elles n'étaient pas calibrées de la même façon. C'était des fraises tonneaux, c'était une abomination. Je crois qu'il ne les a jamais utilisées. Et donc, bon, il y a la qualité intrinsèque du matériel, c'est sûr. Il y a des fraises qui sont de meilleure qualité que d'autres. Et puis, je pense qu'on s'aperçoit, on a nos bagues vertes. Moi, je travaille essentiellement avec des bagues vertes et des bagues rouges. Bague verte pour dégrossir, bague rouge pour polir, et bague jaune quand je veux passer sur mes joints, enlever les excédents de colle ou quand je veux faire des finitions de la bague jaune. Mais après c'est un peu le feeling du praticien. On sent très bien quand on peut aller vite et à l'aise sur une prépa ou quand ça commence à coincer. Après, ça dépend. Il y a des gens qui travaillent sur turbine et il y a des gens qui travaillent avec contre-angle bague rouge. La manipulation n'est pas du tout la même sur contre-angle bague rouge et sur turbine. On ne travaille pas du tout de la même façon. Moi, hélas, je travaille beaucoup sur turbine et pas beaucoup sur contre-angle bague rouge. Ça, c'est le CHU qui veut ça. Mais je pense que voilà, c'est la sensation du praticien. On voit très bien, notamment quand on fait les sillons guides, les MADC20, on les bouffe à une vitesse folle, quoi. Quand on voit que ça commence à accrocher un petit peu, hop, on change. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, hein. Non, mais c'était vraiment une question naïve, hein. J'en ai strictement aucune idée. Je me dis qu'en fait, finalement, tout le protocole est basé sur les fraises et j'essaye toujours de douter du maillon principal de la chaîne. Donc, je pense que je néglige mes fraises et c'était pour avoir ton Alors, expérience. quand tu as une fraise bague verte qui se comporte comme une bague rouge, tu peux te dire que tu as économisé une bague rouge. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de bosser, quoi. Mais c'est un concept, hein. Je recycle mes fraises. Après, ta bague rouge, t'en fais une bague jaune. Donc, achète des bagues noires. Ça va plaire au CHU, ça. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qui inspire quelqu'un avant qu'on en termine. Mais en tout cas, on est parfaitement dans les délais. Si personne ne trouve l'inspiration, je crois qu'on va pouvoir encore une fois énormément te remercier de ce Après, moment ça de a été partage. un vrai plaisir. Et puis, on peut discuter à l'occasion mécanique, biomécanique et toutes ces choses-là, comportement des matériaux, rapport entre les matériaux et les préparations. C'est absolument passionnant. Et vraiment, quand on le prend en compte, ça change complètement la façon de travailler. Complètement. Eh ben, merci beaucoup. Ça donne une idée peut-être d'un webinaire regard croisé avec Raphaël sur les éléments finis et sur Ah oui, sur ça c'est intéressant. je crois qu'on ne va pas manquer d'idées de webinaire pour l'ARIA. En tout cas, encore merci. J'en profite simplement pour dire aussi que tu pilotes ce DU de CFAO à Montpellier avec Jean-Cédric. Je ne sais pas s'il est toujours du coup officiellement le co-responsable, mais vous pilotiez tous les deux à ce DU et que si vous voulez, tous les participants veulent aller plus loin et approfondir ça dans des séances de préparation avec de la pratique, ils peuvent te retrouver sur ce diplôme universitaire. Et que j'en profite également pour faire la promo de notre DU avec Benjamin qui va s'ouvrir J'allais le dire. à Lyon et sur lequel Michel sera le parrain de la première promotion. Donc, qu'on aura le plaisir de t'avoir pour justement prendre l'intégration du numérique, pas sur le volet purement technologique du numérique, mais aussi en remettant à plat les concepts de base de ce qui fait le succès en prothèse fixée. Et je crois que tu en as fait une parfaite démonstration. Un immense merci, Michel. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Et à
bientôt pour tout le monde, à bientôt pour d'autres aventures ARIA, pour le congrès, pour tous les événements qui vont venir. Ben, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les prochains événements ARIA. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup, bonsoir. Bonne soirée.